Soyez salués, mesdames et messieurs. C'est l'émission L'entretien de Vox TV. Invité de ce jour, Monsieur Michel Djombo. Il est le président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, Unicongo. Avec lui, nous allons aborder des questions liées aux défis de la création de l'emploi, des défis de l'amélioration du climat des affaires au Congo et bien entendu des missions de l'Unicongo. Monsieur le président Michel Djombo, bienvenue sur ce plateau. Merci, je suis honoré de l'invitation que vous me faites. Bien, je l'ai dit dans l'entame, nous allons aborder des questions donc liées au défi de la création de l'emploi, défi de l'amélioration du climat des affaires, ça c'est à titre de rappel, et bien entendu des missions. Mais avant, depuis novembre 2022, vous êtes à la tête d'une grande organisation patronale qui a déjà 65 ans d'existence, de leadership. Est-ce que vous pouvez d'abord d'emblée nous rappeler les missions principales de cette union? Écoutez, merci pour l'intérêt, d'abord, porté à Unicongo à travers ma personne. Donc, Unicongo existe depuis 1958. C'est la première association patronale du Congo en termes d'historique et en termes de représentativité. Nous avons en notre sein 17 secteurs économiques qui sont représentés, donc les plus importants de l'économie. Ça va de la banque aux télécoms, au transport, au pétrole, au parapétrolier, y compris même à l'agriculture, services et professions libérales. Donc, c'est très large. Nous regroupons un peu moins de 400 adhérents, avec comme objectif en fin 2025 d'arriver à 500 adhérents. Et ces adhérents aujourd'hui représentent à peu près 90% de l'économie formelle au Congo. Et nous essayons de porter le plus dynamiquement possible la voix et les points de vue du secteur privé dans le dialogue public-privé avec l'État, mais dans le dialogue social également avec les syndicats d'employés. Donc, nous représentons la voix du secteur privé dans ce dialogue et essayant de mettre en avant les points de vue, mais pas que les points de vue, parce qu'on ne doit pas défendre que les intérêts du secteur privé, mais aussi les propositions du secteur privé pour l'amélioration de l'environnement économique congolais. Vous avez dit que 90% des entreprises qui collaborent avec vous sont des entreprises formelles. Donc, vous travaillez aussi avec des entreprises informelles. Et comment vous gérez ces collaborations? Non, il y a une méprise. 100% de nos adhérents sont formels. Nous représentons 90% de l'économie formelle. C'est-à-dire que lorsque vous accumulez le chiffre d'affaires de nos adhérents, ça représente 90% des flux économiques qui sont générés dans l'économie formelle. Et Unicongo se positionne comme un pilier de l'économie congolaise. Alors, comment vous traduisez tout cela dans les faits? Écoutez, si on prend le premier élément de notre motto, il y a l'écoute. Et l'écoute, c'est être à l'écoute de nos adhérents, de leurs besoins, de leurs attentes, de leurs difficultés, pour les aider au mieux. Et les aider au mieux, c'est l'indépendant de notre motto, c'est agir. Et ce que je disais juste avant, à la réponse à la précédente question, c'est qu'on a rajouté au pendant écoute, l'écoute des attentes des pouvoirs publics et la compréhension de leur perception également. Donc, on essaye d'écouter l'ensemble de la communauté économique et sociale pour pouvoir agir de façon constructive. Donc, je parlais d'agir. Là, encore une fois, je mentionne le fait d'agir. Agir à travers des propositions, agir à travers la participation dans le débat et partager. Partager, c'est mettre à disposition de la communauté économique et sociale au sens large de l'information de qualité, des statistiques. Il arrive que le gouvernement nous sollicite pour demander des statistiques économiques qui lui manquent peut-être dans ces instituts statistiques. Nous, au secteur privé, on donne des informations peut-être qui peuvent manquer au gouvernement. Il nous arrive de travailler à des études que nous mettons à disposition des bailleurs de fonds et ou du gouvernement. Et puis, partager l'information réglementaire et légale vis-à-vis de nos adhérents. Qu'est-ce que nous faisons au quotidien? Nous diffusons tout ce qui est publié au journal officiel en extrayant les éléments qui intéressent le milieu économique en disant il y a eu un journal officiel publié, il y a un certain nombre d'accords qui ont été inclus dans ces journaux, il y a des nouvelles directives, réglementations, mesures qui ont un impact économique. Nous vous invitons à regarder et nous organisons des fois des réunions thématiques pour présenter ces éléments qui ont fait évoluer le cadre légal ou réglementaire. Donc là, il s'agit de partager. Et juste une dernière chose dont je suis très fier, Unicongo a dans ses archives des documents que nulle part ailleurs il n'y a encore. Certaines conventions collectives, certains éléments de loi. Je crois, mes collaborateurs m'ont dit qu'on a des lois
qui datent de l'époque coloniale, dont nous avions la version papier. Et très régulièrement, tous les interlocuteurs qui ont besoin d'avoir accès à des informations, lorsqu'ils apprennent qu'Unicongo a l'information, viennent vers nous et nous mettons très librement à disposition ces informations. Donc ça, c'est le dernier aspect qui est le partage. Alors, nous savons que Unicongo ne crée pas l'emploi, mais vous accompagnez les entreprises dans la création des emplois. Alors, dites-nous, quelles sont les stratégies que vous menez au quotidien pour pouvoir justement accompagner les entreprises dans la création de l'emploi? Je dirais, pour prendre une image, Unicongo, c'est à la fois le docteur et le garagiste, presque le mécanicien. Le docteur, pourquoi? Parce qu'il nous faut soigner l'environnement des affaires. Les sociétés créent de l'emploi de façon structurelle régulièrement. Il y a des départs dans les sociétés, il y a des créations de nouveaux postes parce que les structures des sociétés sont évolutives. Et ça, c'est résiduel, c'est pas énorme. La vraie création d'emploi, elle arrive lorsque des sociétés sont en expansion, des nouveaux projets voient le jour, de nouvelles sociétés se créent, des sociétés se diversifient. Et je prenais l'image du docteur parce que là, nous devons être le docteur au chevet de l'environnement des affaires. Parce que l'environnement des affaires est le principal frein au développement économique et donc à la création d'emplois. Et tant que les choses ne s'améliorent pas, il nous faut continuer à travailler d'arrache-pied avec les pouvoirs publics et continuer à travailler à l'amélioration du climat des affaires. Donc là, nous agissons sur l'amélioration du cadre fiscal, légal, un certain nombre d'éléments que j'ai déjà évoqués là. Et je disais que nous sommes presque aussi le mécanicien parce que nous agissons à un niveau très bas. Donc là, je parlais à un niveau presque macroscopique et nous descendons très bas en mettant en place des outils qui accompagnent nos adhérents dans la recherche de collaborateurs. Nous avons une plateforme emploi.cg, www.emploi.cg, qui est la principale plateforme de petites annonces d'emploi au Congo, où nos adhérents postent leurs offres et reçoivent en retour les CV de candidats. Nous avons des services qui peuvent aller jusqu'à accompagner les adhérents dans la présélection de CV, faire des entretiens pour eux, pour limiter, par exemple, les petites structures où vous avez 10 collaborateurs, s'ils reçoivent 1000 CV pour un poste, ils n'auront pas la capacité à faire peut-être 100 entretiens. Donc, Unicongo se positionne avec une offre de service pour les accompagner. Donc, c'est pour ça que je disais qu'on peut descendre très, très bas, presque en ouvrant le capot, en mettant les mains dans le cambouis, en accompagnant nos adhérents. Et le dernier élément que je vais évoquer à ce sujet, nous avons aussi une initiative qui est une initiative qu'on appelle l'initiative de mentorat, qui vise à accompagner un certain nombre d'étudiants pour leur apporter un certain nombre de soft skills, de compétences professionnelles qu'ils n'auraient pas acquises dans le milieu académique, comment communiquer en entreprise, comment développer des compétences de prise de parole en public, quelles sont les attentes des chefs d'entreprise, des supérieurs hiérarchiques lorsque vous rentrez dans le monde de l'emploi, comment comprendre ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Donc, on a tout un tas de formes d'accompagnement qui vont du partage d'expériences de chefs d'entreprise qui viennent rencontrer ces étudiants, à la rencontre de cadres dirigeants, aux visites d'entreprise et aux cours à proprement parler où on leur apprend comment rédiger un email professionnel qui répond à un certain nombre d'attentes. Et là-dessus, pour finir, désolé, je suis un peu long, Oui. on a signé un partenariat avec le FONEA pour que notre initiative de mentorat ne s'arrête pas aux quelques dizaines d'étudiants qu'on peut recevoir physiquement dans nos murs, mais que tout le contenu apporté, ou presque tout le contenu apporté à ces jeunes, soit mis sur notre plateforme en ligne, la plateforme e-campus, et diffusé à toute la cible de personnes qui pourraient être formées. Donc, le FONEA va nous accompagner sur la création de contenu. Nous avons un certain nombre de limites parce que nous sommes peu nombreux dans notre équipe dédiée à la formation. Le FONEA va être ce relais et puis il va nous aider à élargir notre gamme et puis à communiquer plus à destination des cibles. En fait, dans le même sens, en cette année consacrée à la jeunesse, le gouvernement a promis favoriser la création de 100 000 emplois. Alors, comment l'Union patronat, donc Unicongo, se positionne-t-elle par rapport à cette grande ambition politique? Vous avez dit ambition politique. Oui. Il ne revient pas à un représentant du secteur privé de commenter une ambition politique. Cependant, je peux réaffirmer l'engagement du secteur privé congolais à créer de l'emploi et à créer de l'emploi, y compris en destination des jeunes. Il faut savoir, je prenais cet exemple récemment dans des discussions informelles, que si vous excluez les grandes sociétés qui attirent le plus au Congo, les grandes sociétés pétrolières, certaines grandes banques, dans ces sociétés, la moyenne d'âge peut être un peu élevée parce que c'est le rêve de tout Congolais. Quand je rentre chez Total, je vais faire toute ma carrière chez Total. Donc, le niveau moyen, l'âge moyen peut être élevé. En revanche, dans la PME congolaise, dans une structure jeune, l'âge moyen des collaborateurs est plutôt plus proche de 30 ans. L'exemple d'Unicongo, d'ailleurs, est un bon exemple. On a un âge moyen autour de 30, 32, 33 ans. Ça veut dire qu'on est déjà très engagé sur la création d'emplois.
lorsqu'on dit que 50% de la population congolaise est jeune, ça veut dire que de toute façon, lorsque vous mettez des emplois, des annonces d'emploi sur le marché, au moins la moitié qui va répondre sera dans cette cible de jeunes. Donc ça, on va dire, sans faire de langue de bois, on va dire, c'est à la base de tout recrutement, on est ouvert aux jeunes. Ensuite, c'est l'initiative que j'ai mentionnée de mentorat. Nous rendons compte qu'il faut mettre, on va dire, il faut mettre notre pierre à l'édifice en allant vers les jeunes, en améliorant leur employabilité. Parce qu'on ne peut pas juste déclarer qu'on va embaucher des jeunes. Est-ce que la qualité de la main-d'œuvre jeune, est-ce que les jeunes qui sortent d'université aujourd'hui tout de suite sont opérationnels? Oui et non. On peut pas faire de généralité, certes. Mais pour ceux qui ne le sont pas, il nous revient aussi à nous, acteurs du secteur privé, de nous investir pour nous assurer que leur niveau d'employabilité soit amélioré. Alors, dites-nous clairement comment votre organisation travaille avec les pouvoirs publics et les partenaires sociaux. Quand je parle de partenaires sociaux, je pense aux syndicats des entreprises. Voilà. Il faut savoir que toutes les négociations dans le cadre de la législation du travail incluent une tripartite qui est composée du ministère du Travail, des syndicats d'employés et des syndicats d'employeurs. Dans chacun des deux cas, syndicat employé-employeur, il s'agit de la structure la plus représentative. Donc, dans le cas du secteur privé, il s'agit d'Unicongo. Nous intervenons dans le cadre de la définition, les négociations, l'évolution du code du travail, du code du travail, où toutes les 10-20 années, on se remet autour de la table et on fait évoluer le cadre du travail parce que vous savez bien que le travail évolue. Aujourd'hui, on a des outils modernes. Surtout que ce code de travail est devenu obsolète. Et oui. Unicongo est en train de travailler à sa proposition pour mettre sa proposition sur la table et que les pouvoirs publics et nous et les syndicats nous retrouvions pour négocier. Ensuite, il y a tout ce qui est convention collective au-dessus du code du travail. Il y a les accords d'établissement. Unicongo, dans chacune de ces démarches, est l'un des trois acteurs autour de la table. Et nous allons même plus loin. Nous intervenons également dans les commissions litiges ou alors toutes les commissions autour des licenciements économiques ou licenciements spécifiques qui touchent un collaborateur. Et là, encore une fois, nous ne défendons pas l'intérêt de nos adhérents, mais nous sommes autour de la table pour représenter le secteur privé. En français facile, si demain une société de la place licencie un de ses collaborateurs qui se retourne vers la direction du travail pour dire « moi j'ai été licencié de façon qui ne respecte pas le droit du travail, de façon abusive, on se met autour de la table, on va appeler Unicongo qui va interroger l'employeur pour comprendre ce qui s'est passé et venir comme un avocat défendre son intérêt. Et ça, au-delà même des adhérents. C'est un mandat qui nous est donné parce que nous sommes représentatifs. Et donc, voilà, nous avons tout type d'actions au quotidien. Nous avons aussi annuellement la conférence sociale à laquelle nous participons activement. Nous sommes, comme je l'avais dit, au conseil d'administration de la CNSS, de la future CAMU, ou la CAMU est en train d'être mise en place. Je suis moi-même administrateur de la CAMU, notre secrétaire générale et administratrice de la CNSS. Donc, nous intervenons vraiment. Je dis même souvent que Unicongo intervient dans tout le cycle de vie de la vie professionnelle d'un Congolais qui est dans le secteur privé. Alors, est-ce que vous, par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'il y a vraiment nécessité de renforcer l'arsenal juridique qui portant par exemple protection des entreprises? De toute façon, un arsenal juridique, si on utilise ce terme, il est évolutif. Il évolue avec son temps. Il y a des techniques modernes qui arrivent. On n'avait pas pensé il y a 20 ans au télétravail. Donc, il y a aussi tous les aspects autour de la sécurité sociale, de l'assurance au travail, de quelqu'un qui travaille depuis chez lui ou ailleurs, etc. Donc, en permanence, il faut faire évoluer ça. Pour ce qui est des sociétés, il y a des éléments du cadre légal et fiscal qui doivent évoluer. J'en parle très souvent. La charte, nationale des investissements est obsolète. Elle doit évoluer. Et là-dessus, Unicongo n'a aucun tabou. À Unicongo, nous considérons que il faut travailler à un cadre juste qui ne lèse aucune des parties. Et donc, quand je parle de la Charte nationale des investissements, des fois, elle nous est envoyée en pleine figure comme disant que elle nous donne accès à trop de largesse fiscale et qu'il faut la revoir. Et là-dessus, je suis très volontaire, très ouvert à la discussion. Il faut qu'on enlève quelque part, c'est un avantage, mais c'est à la fois une épine dans le pied. Il faut qu'on enlève cette excuse à l'État pour reprendre d'une main ce qu'il donne de l'autre. Donc là-dessus, on est assez objectif sur notre prise de parole et sur les travaux auxquels nous participons. De nombreuses entreprises, grandes, moyennes ou petites, sont actuellement confrontées à des problèmes financiers d'organisation du travail. Est-ce que votre union aide les entreprises à surmonter les difficultés dans ce sens? Par exemple, les aider à obtenir des subventions? Unicongo est le partenaire, j'ai dit, des pouvoirs publics et des syndicats, mais aussi le principal interlocuteur lorsqu'on parle du secteur privé des bailleurs de fonds internationaux.
Pas plus tard que cet après-midi, aujourd'hui que nous tournons cette vidéo, nous avons la Banque mondiale qui vient vers nous. Elle est en train de monter un projet pour aider le secteur agricole. Ce projet va prendre le relais du programme dont vous avez entendu parler, le PEDAC. Pas prendre le relais spécifiquement du PEDAC, mais je veux dire qu'il est un peu dans le sillon du PEDAC d'aider à développer des chaînes de valeur. Et la Banque mondiale vient à Unicongo pour nous demander nos inputs, pas seulement Unicongo en tant que structure, mais nos adhérents qui seront autour de la table également. Pas plus tard que lundi encore, avec cette même Banque mondiale, nous avons le secteur forestier qui se retrouvera autour de la table pour discuter de l'avenir du secteur. L'avenir du secteur passe aussi par des appuis des bailleurs de fonds. Donc, très régulièrement, nous avons des discussions avec les bailleurs de fonds sur comment appuyer des secteurs spécifiques, comment rendre plus efficaces les interventions des différents bailleurs au Congo. Et je peux vous en citer d'autres. Je peux vous citer la BAD, je peux vous citer le FMI qui nous rencontre régulièrement et qui prend nos opinions pour ajuster aussi. Je peux prendre un exemple concret. On a parlé régulièrement d'augmentation du prix du carburant. Unicongo était dans la discussion. Donc, quelque part, indirectement, ça a un impact. Donc, nous nous assurons que cette augmentation, si elle est inéluctable, au moins qu'elle soit faite peut-être de façon graduelle, en prenant en compte l'impact que ça aura sur l'activité économique et le prix dans le panier de la ménagère des produits finaux mis sur le commerce. Est-ce qu'on peut craindre, je saisis la balle au banc, est-ce qu'on peut craindre une autre augmentation du prix du carburant? Pour l'instant, il n'y a aucune discussion en cours sur l'augmentation. Pour l'instant, le sujet est clos. Il n'y a pas de discussion en cours sur l'augmentation du prix du gasoil ou de l'essence en ce moment au Congo, mais il y a des réflexions permanentes par tout le monde. Les acteurs privés concernés, publics concernés, le gouvernement, les représentants du secteur privé, pour rendre opérationnels tous ces systèmes de subventions qui sont mis en place et rendre soutenables pour la trésorerie publique. Alors, quelle est la place donnez-vous aux formations, et sinon aux conseils, quand je parle de conseils, les conseils les entreprises pour qu'elles améliorent leur performance? Nous le faisons régulièrement à travers des ateliers thématiques. On a des ateliers thématiques sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de bonnes pratiques, sur des financements innovants auxquels elles pourraient avoir accès. On a récemment fait de la vulgarisation sur l'opportunité d'investir dans la zone économique spéciale. On a bientôt un atelier sur le crédit bail où un de nos adhérents viendra parler à la communauté de nos autres adhérents de ce que c'est le crédit bail et comment ça peut les aider dans l'accès à des financements différents que le crédit classique. Ensuite, on va dire que là, nous faisons pas de formation, mais régulièrement dans toutes les réunions que nous avons, nous essayons de diffuser la bonne pratique en ce qui concerne l'emploi décent, la formalisation des emplois. Là, on a moins besoin de le faire, mais dans nos prises de parole, on essaie toujours aussi de parler de payer l'impôt, de payer le juste impôt. Ça, c'est souvent notre sujet, payer le juste impôt, c'est-à-dire que tout le monde paye. Et nous essayons en interne d'avoir aussi une réflexion sur la compétition, même entre nos adhérents, pour la rendre juste. C'est-à-dire, certains adhérents, des fois, ont accès à des exonérations importantes que des concurrents dans leur même secteur n'ont pas. Et nous faisons la pédagogie auprès de ces acteurs pour s'auto-censurer et des fois ne pas demander des exonérations lorsque d'autres ne peuvent pas en avoir. Ou alors, s'ils nous expliquent que dans leur business model, c'est indispensable, nous allons aider les autres à obtenir ces mêmes exonérations ou ces mêmes aides du gouvernement pour aligner la concurrence. Donc, nous avons plutôt une action pédagogique informelle plutôt que des formations spécifiques que nous donnons. Et puis, nous ne pouvons pas être donneurs de leçons. Hein. Moi-même qui suis face à vous, je suis jeune, patron de PME. Quelle légitimité j'ai à aller donner Vous êtes chef d'entreprise aussi. Chef d'entreprise aussi, mais quelle légitimité j'aurais à aller donner des leçons à un collègue qui emploie peut-être 20 fois plus de gens que moi à travers CA Agri ou GTC, qui a peut-être 30 ans d'expérience professionnelle. Donc, il nous faut quand même garder aussi la réalité de ce que nous sommes, de ce que chacun a comme expérience du vécu. Des fois, ceux qui ont des limites dans leur pratique ont aussi un vécu peut-être négatif, teinté par l'environnement des affaires. Donc, il nous faut comprendre toutes ces dynamiques, pourquoi certains agissent comme ça, comment les accompagner à agir différemment. Donc, c'est vraiment de la pédagogie, on va dire, dans tous les niveaux de notre relation avec les adhérents, mais aussi avec les non-adhérents, parce qu'on a beaucoup de pratiques néfastes, anticoncurrentielles, beaucoup d'actions non citoyennes face à l'impôt, à la sécurité sociale en dehors du Unicongo, qui est une compétition on va dire biaisé pour nos adhérents qui, eux, n'agissent pas comme certains concurrents extérieurs agissent. Vous avez parlé de la zone économique spéciale. Il y a 2 mois, vous avez visité la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Quelle est votre analyse de l'évolution des travaux? Écoutez, avant de visiter celle de Pointe-Noire, j'ai d'abord voulu aller voir ce que Eurise a fait au Bénin, au Togo.
Je me suis dit, si je vais voir ce qu'ils font au Congo, comme c'était à un niveau embryonnaire, j'aurais du mal à me projeter et à comprendre la compétence et la vision de cet acteur. Donc, je suis allé voir ce qu'ils ont fait ailleurs. Et je peux vous dire que j'ai été ébloui par ce qu'ils ont fait au Bénin, au Togo. C'est une expérience exceptionnelle. Dans le secteur du coton, le Bénin faisait une première transformation du coton, ne produisait pas de tissu ou quasiment pas, c'était au niveau artisanal, exportait son coton. Aujourd'hui, au Bénin, il y a presque 10 000 emplois qui ont été créés à Euraise, à la zone économique spéciale près de Cotonou. Et aujourd'hui, ils vont aussi loin que de créer des produits finis, des vêtements de toutes sortes, jusqu'à exporter aux États-Unis des vêtements. Et ça a eu un effet corollaire pour d'autres filières aussi qui sont allées très loin dans la transformation. Le soja et la noix de cajou. Par exemple, dans la transformation du soja, puisqu'il a été interdit à un moment d'exporter le produit brut, il fallait le transformer, soit à Euraise, mais c'était pas l'obligation, soit dans une des industries qui existent dans le pays, mais on pouvait plus l'exporter de façon brute. Les chiffres et les statistiques officielles de production ont été multipliés par 3 ou 4 au Bénin. Ça veut dire que il y avait beaucoup d'informels. Il y avait de la fuite par les frontières terrestres des pays voisins. Il n'y avait pas de contrôle réellement de ce qui a été exporté, des déclarations faites. Donc, structurellement, cet acteur s'est mis en bout de chaîne dans l'aval et tous les producteurs de l'amont, tous les transformateurs de premier niveau passent par eux pour la transformation finale avec une plus grande plus-value, avec beaucoup plus de recettes fiscales. Et donc, nous espérons... Est-ce que c'est une expérience vraiment importée oui. pour notre zone économique spéciale? La réponse est tout de suite oui, mais. Et le mais est lié au Congo. Au Bénin, au Togo et dans les autres pays où ils sont venus pour aller le plus loin possible dans la chaîne de transformation des produits qui sont produits par l'agriculture ou peut-être les mines ou d'autres secteurs de ces pays. J'ai cité le coton, la noix de cajou, le soja. Je pense qu'il y a des projets aussi dans l'arachide. Mais que produisons-nous dans l'amont agricole au Congo? Il faut avoir le courage de le dire. Moi, ça me peine presque de le dire parce que je suis moi-même acteur agricole. Rien. Comparé à ces pays, en tout cas. Parce que moi, je suis producteur agricole, donc je ne peux pas dire rien si je suis dans l'agriculture. Mais malheureusement, force est de constater que c'est dérisoire, les volumes que nous produisons. Donc, Euraise ne peut pas transformer de produits agricoles. Qu'est-ce que nous produisons réellement et que nous ne transformons pas dans des volumes suffisants et qui intéressent l'export? Il nous reste le bois. Et maintenant, depuis pas très longtemps, les mines. On exclut le pétrole qui n'est pas dans le champ de ce que fait Euraise. Mais maintenant, la difficulté, c'est que dans le bois, nous avons déjà un certain niveau de transformation où il y a du sciage, il y a des sociétés qui vont aussi loin que même construire des maisons, faire des portes, des fenêtres, etc. Donc, le danger chez nous, c'est que nous ne produisons pas assez de matières premières. Nous ne transformons peut-être pas suffisamment, mais il y a quand même des acteurs de la transformation. Donc, il faut faire attention avec le modèle qui est mis en place à la zone économique spéciale, de ne pas déplacer les emplois de Bétou, de Ouesso, de Pokola, de Gombe, de Dolisie vers Pointe-Noire, en allant faire la transformation à la place de certains acteurs qui la font. Donc, il faut vraiment réfléchir à ce que cette nouvelle filière de transformation du bois soit intelligente. Maintenant, pour ce que de Euraise... Est-ce que la zone économique spéciale de Pointe-Noire peuvent vraiment favoriser la création d'emplois? Oui, parce que si je reviens sur ce qu'est une zone économique spéciale, c'est une zone, on va dire, industrielle au bas mot, avec des avantages fiscaux et douaniers. La zone économique spéciale, je ne me rappelle plus des chiffres, je ne veux pas être approximatif, mais quelque part, entre 15 et 20% peut vendre ce qu'elle produit dans le pays où elle est installée, mais tout le reste, donc quelque part entre 80 et 85%, doit aller à l'export. Et c'est ça qui donne la condition d'accès à ces exonérations, à ces avantages. Donc, lorsqu'on est installé à Pointe-Noire en tant que zone économique spéciale, soit on transforme et on exporte ce qui se fait au Congo, soit on importe des matières premières qu'on transforme à la zone économique spéciale destinée au marché local. Et pour ça, on peut avoir tout et n'importe quoi dans une zone économique spéciale. Vous voyez qu'on importe le poulet, on importe tout un tas de choses. On importe des stylos, on importe des allumettes, des bougies, des brouettes, tout ce que vous imaginez qu'on trouve dans le commerce au Congo. Disons, quelle est votre lecture finalement du climat des affaires au Congo? Vaste débat. On l'a abordé dans plusieurs des questions qui ont été posées. Il y a eu pendant longtemps une certaine méfiance de part et d'autre entre les pouvoirs publics et le secteur privé. Et cette méfiance a fait que on a considéré que le secteur privé, pardonnez-moi l'expression, tirait un peu trop la couverture à lui. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure le fait que nous allons vers les pouvoirs publics pour passer le message que nous essayons d'être les plus objectifs possible dans notre démarche et nous comprenons les limites de marge de manœuvre de l'État et nous devons dialoguer justement pour quelque part se rencontrer au milieu et que les décisions prises
n'ait pas un impact néfaste sur l'économie et les sociétés privées. Et ça, c'est un des éléments fondamentaux du dialogue public-privé. Je passe sur les sujets galvaudés, dont on parle beaucoup des contrôles, de la pression fiscale, etc. Tout ça peut être réglé, tous les problèmes que nous vivons peuvent être réglés d'abord par le dialogue public-privé. Et la confiance rétablie entre le secteur privé et les pouvoirs publics. Parce que lorsque on considère à très haut niveau que le secteur privé a trop d'avantages, a trop d'exonérations, j'entends même des membres du gouvernement qui disent les sociétés privées au Congo ne payent pas d'impôts, ne payent pas la TVA. D'ailleurs, j'annonce là que nous avons une étude en cours pour connaître exactement la contribution fiscale, sociale, avec des spécificités, par exemple pour la TVA, de ce que paient les adhérents d'Uni Congo. Et comme ça, autour de la table, on dirait, écoutez, ça n'est peut-être pas vrai. Est-ce que pour sauver l'économie congolaise, il faut supprimer les exonérations? C'est un vaste débat. C'est un vaste débat. La réponse est oui et non. Comme souvent, on est obligé de mitiger. Lorsqu'une société s'installe au Congo, c'est normal qu'elle soit accompagnée jusqu'à ce qu'elle réalise des bénéfices. Donc, une société en installation doit avoir des exonérations. Ensuite, dans certains secteurs, il y a des exonérations qui s'imposent parce que nous ne sommes pas compétitifs. Le secteur encore balbutiant, il doit être accompagné. Et là, ça doit être permanent, pas permanent, mais la temporalité de l'exonération doit durer jusqu'à ce que le secteur émerge. Un exemple tout simple, l'agriculture. Il ne faut pas que ça soit durable, en fait. Il ne faudrait pas qu'on dise, bon, on va exonérer aujourd'hui tel secteur de tout et que ça dure 30 ans. Nous-mêmes, nous ne le demandons pas. Mais dans chaque secteur, en fonction de la typologie, de la jeunesse des acteurs, de la jeunesse même du secteur, du niveau de maturité du secteur, de la compétitivité du secteur, il y a besoin d'exonération. Les exonérations ici, c'est simple, l'accompagnement de l'État au Congo, c'est simple, ça prend la forme d'exonération. Ailleurs, ce sont des subventions. L'Europe subventionne beaucoup de ses produits. L'Europe subventionne son agriculture, certains pans de son industrie. Est-ce qu'il y a des débats aujourd'hui où on dit l'Europe doit arrêter de subventionner? Non, c'est intégré dans la pratique publique. La seule différence, c'est que nous, au Congo, l'État a décidé plutôt d'exonérer que de donner de l'argent directement. Aux États-Unis, en Europe, on donne de l'argent directement. En Chine aussi, vous avez des sociétés installées au Congo qui ont développé d'énormes projets, de beaux projets, avec de l'argent public chinois, des fois avec 0% d'intérêt. Voilà, c'est d'autres façons d'intervenir. Donc, il faut changer de paradigme. Il faut regarder au cas par cas, secteur par secteur. D'accord. Il nous reste juste quelques minutes, peut-être 3 minutes pour boucler cette émission. Alors, dites-nous comment devenir adhérent de l'Uni-Congo? Rien de plus simple. Il faut être en règle avec le fisc et la SNCS. C'est la seule condition. Très longtemps, le grand public avait cru que Uni-Congo était un syndicat de grandes sociétés. 2/3 de nos sociétés sont des PME congolaises. Donc, ça n'est pas vrai. La seule condition que nous posons, c'est cet état de fait où il faut être en règle avec les impôts et la SNCS. Ensuite, c'est un simple dossier à remplir d'identification de la société, ce qu'on appelle un peu par raccourci un dossier fiscal, c'est-à-dire dossier fiscal administratif, votre NIU, votre RCCM, un formulaire à remplir, les statuts de votre société. Donc, ça nous permet, en regardant ce jeu de documents, de savoir que vous êtes en règle et que vous êtes une société formelle. Et de nous donner la preuve du dernier paiement d'impôts et du dernier paiement de la SNCS. Et comme ça, nous pouvons regarder les pouvoirs publics droit dans les yeux en sachant que nous sommes le représentant d'entreprises citoyennes. Nous allons finalement terminer avec cette question. La semaine dernière, vous vous êtes installé dans vos nouveaux locaux, donc situés justement à les tours Jomel de Brazzaville. Et est-ce qu'on peut dire le fait de s'installer dans des nouveaux locaux, est-ce que ça appelle aussi aux nouveaux défis? Oui, parce que en venant dans ces locaux beaucoup plus visibles, nous ouvrons encore plus les portes aux différentes parties prenantes, à nos adhérents, au pouvoir public, à tous ceux qui identifient peut-être aussi Uni-Congo à Pointe-Noire, parce qu'à Pointe-Noire, nous avons des locaux beaucoup plus visibles, beaucoup plus placés au centre de l'activité de nos adhérents, en plein centre-ville. Ici, on était un peu plus caché. Donc, c'est aussi un signal qu'on envoie. Et autre signal qu'on envoie, sans rentrer dans les confidences, le gestionnaire de la tour a pour stratégie, dans l'étage où nous sommes installés, d'avoir plusieurs institutions qui parlent aux entreprises, qui parlent aux entrepreneurs, et il voudrait à cet étage comme créer un écosystème. Vous avez vu peut-être en arrivant qu'il y a la DGPME qui va s'installer juste à côté de nous. 1 ou 2 étages en dessous, il y a une autre administration qui va s'installer. Donc l'idée, c'est d'avoir un écosystème. Donc pour Uni-Congo, en venant dans un bâtiment qui appartient à l'État congolais, qui est géré par une structure qui appartient à l'État congolais, lorsque cette structure décide d'avoir pour stratégie de créer un écosystème au service de l'entreprise, Uni-Congo répond présent.
c'est aussi un signal qu'on envoie aux partenaires que sont les pouvoirs publics. Bien, Monsieur le Président Michel Djombo, donc je rappelle bien que vous êtes président de l'Union patronale et interprofessionnelle du Congo, donc Unicongo. Merci de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro de l'entretien de Vox. Prenez bien soin de vous. Au revoir.